Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est quand même une douce punition à s'infliger. Oh, oui, c'est pas mal. Comme la crème chantilly. C'est ça. J'ai mangé de la crème chantilly hier, ça m'était pas arrivé depuis des mois. Donc, je trouve que c'est une douce punition aussi. Bref, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? On va parler de punition. On va Ah! on va parler de secte, encore une fois. Et puis après, on évoquera un conte de fées des temps modernes. C'est ça, tout à fait. Enfin, des temps modernes, je sais pas, mais j'imagine. Du temps moderne du début du XXe siècle, quoi. Ouais, ça reste moderne. Ça reste assez moderne. Et donc, c'est toi qui commences en nous parlant de punition. C'est ça, en nous parlant de punition, avec une petite illustration sonore pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent les Monty Python. J'allais dire ça, mais j'entendais pas très bien. Donc, bon, pour être tout à fait franc, on est à distance pour une fois et j'entendais pas très bien l'extrait sonore. Là. Bref, ces derniers temps, quand j'ai pas un bon vieux documentaire sur le goulag à regarder, en 3 parties sur Arte, c'est super bien. J'écoute des podcasts, les podcasts du label Podcut, déjà. Je vous ai dit qu'il y en avait un qui était sorti sur Danse avec les stars. Je me suis dit, c'est pile poil le cœur de cible de la confiture, donc allons-y. Non, mais j'écoute aussi un certain nombre d'autres podcasts. Vous pouvez venir en discuter avec nous sur Discord. Bref, j'ai pu écouter 2 séries fort bien fichues de LSD, la série documentaire de France Culture. Là encore, pour se distraire du goulag, hein, il y en avait un qui parlait de la Grande Peste et l'autre de la Saint-Barthélemy. Oui, des trucs bien. Et Barthélemy, on en reparlera peut-être. oui, la série documentaire est très bien et puis je pense qu'il y a plein de trucs à raconter, mais j'ai trouvé entre la Grande Peste et la Saint-Barthélemy un petit point commun qui est mineur dans les histoires de ces 2 événements, mais qui a réveillé chez moi de vieux souvenirs Warhammeresques, pour ceux qui connaissent, l'évocation des flagellants. Donc les flagellants qui sont une unité de combat un peu bizarre de l'armée impériale dans Warhammer. Et en fait... Y a pas dans Donjons et Dragons aussi des flagelleurs mentaux ou... Ouais, c'est à ça que je pense. Si, il y a les Mind Flayers, mais les Mind Flayers, ils flagellent les autres. Oui, certes. Là, les flagellants, ils flagellent surtout eux-mêmes. Ce qui en fait une unité de combat un peu étrange. Mais je me suis dit, rien que le nom, c'est un sujet qui est suffisamment intriguant pour la confiture. Donc, pour être clair, moi je vais me consacrer sur ce mouvement sectaire-là en particulier, mais la pratique de la flagellation remonte à bien longtemps. Alors, il y a la flagellation comme punition qu'on inflige à d'autres, mais aussi la flagellation qu'on s'implique à soi-même. Donc c'est plutôt là dans ce qu'on va être. Hein. C'est une punition pour soi-même, un châtiment, une pratique qui va permettre d'atteindre de nouveaux horizons. Sans remonter jusqu'au néolithique, on peut parler dans la Rome antique des femmes qui se faisaient flageller par des hommes nus, tenant des lanières de peau fraîchement découpées dans des bêtes sacrifiées, pendant quelques fêtes dont on avait déjà un peu parlé en évoquant Saint-Valentin dans l'épisode 26. Voilà. Ça fait un petit peu orgie BDSM, ça, quand même, de se faire flageller nu. Non mais si vous voulez en savoir un peu plus sur toute l'histoire de la flagellation, ma principale source d'aspiration sur ce sujet, ça a été un bouquin des années 70 qui s'appelle... Alors, il n'a pas été traduit en français, donc je vais me lancer dans la traduction. Hein. C'est Une histoire de la verge dans tous les pays. Parce que donc on se flagelle avec des verges. Alors, avec des verges, mais aussi avec des fléaux, avec des fouets. Enfin, il y a il y a différentes façons de faire. Dans la religion, la pratique de la flagellation, donc sur soi-même, n'est pas non plus réservée aux chrétiens. Non. Oui, les chiites, déjà, non? Oui, alors, exactement. Il y a des chiites qui font le rituel de Matam, qui est effectué pour honorer le martyre de l'imam Hussein, donc le petit-fils de Mohammed. Dans certaines franges du judaïsme aussi, au moment de Yom Kippour, on va se flageller. Okay. Mais si vous regardez les différentes images des rituels chiites, c'est assez impressionnant. Ouais, il y avait des images en Irak, là, dans je sais plus quelle ville
est une des villes saintes du chiisme, où t'as des mecs, des processions entières de types qui ont le dos en sang parce qu'ils s'autoflagellent. Donc, nous, on va rester sur les chrétiens. Mhm. Et la première vraie mention d'un mouvement qui place la pratique régulière et collective de la flagellation, on la trouve vers 1210. Mhm. Donc, dans la chronique du moment, les choses commencent à Pérouse, mais elles vont s'étendre à Rome, puis à travers toute l'Italie. On va trouver dans ces chroniques donc des descriptions des processions où des hommes et des femmes de tous âges et de tous milieux s'avancent deux par deux, nus, en se fouettant le dos à coups de verge. On est sûr qu'on n'a rien perdu dans la traduction et qu'ils étaient vraiment en train de se fouetter. Oui, parce que, enfin, tu vois, 1200, on n'est pas non plus dans des temps immémoriaux. Et ils font ça été comme hiver, de jour comme de nuit, et ils arrivent parfois à être jusqu'à des dizaines de milliers, et c'est un mouvement qui va faire des processions jusque dans les villages les plus reculés de l'Italie. Donc c'est un truc qui apparaît comme ça un peu d'un coup, et qui va se répandre un peu partout. On fait tout ça dans une ambiance qui est pas hyper cool, hein, puisque toute musique est proscrite et on n'a que les chants d'imploration des processionnaires qui implorent la mansuétude de Dieu. La chronique insiste sur le fait que après ces processions, en général, les voleurs vont rendre leur butin, leurs victimes, que les pêcheurs vont d'eux-mêmes aller se confesser, qu'on va ouvrir les prisons parce que en fait les gens sont absous et il n'y a plus de crimes. Donc c'est ce que nous disent les chroniques de l'époque. Honnêtement, moi j'ai rien pour dire que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Hein. Ouais, on sait pas rien ne prouve que ça ne s'est pas passé comme ça, donc prenons-le pour argent comptant. C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chroniques qui en parlent quand même. On sait pas très bien comment ça s'est formé ce premier mouvement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une initiative de la noblesse, et c'est pas non plus une initiative du pape. Alors, certains disent que ça viendrait de Saint Antoine de Padoue, mais en 1210, il a 15 ans, il n'est pas encore rentré dans les ordres, donc ça me paraît un peu dur. Bon, apparemment, on a perdu la cause, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, ce qui a poussé les gens. On sait pas ce qu'il leur a pris. Voilà, mais ça avait l'air d'être quelque chose de spontané. Ça se trouve, c'est une orgie qui a mal tourné, hein. Les mecs, ils étaient en train de faire un truc BDSM. T'as un prêtre qui est rentré, qui fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande de païens? Non, rien, on processe. Non, mais on s'autoflagelle, c'est pour Dieu, tout ça, rien à voir. Rien à voir. En 1960, c'est un autre moine, un ermite, qui s'appelle Régnier. Donc c'est un ermite dans la région de Pérouse qui va relancer la coutume à un moment où là, on sait que les récoltes ont été particulièrement mauvaises. Et très vite, là encore une fois, les choses vont exploser et ils vont se retrouver jusqu'à, encore une fois, une dizaine de milliers à marcher dans une procession menée par des grandes croix et à se flageller. Dès 1261, cette étrange façon de faire va passer les Alpes et apparaître en Alsace, en Bohême, en Bavière aussi. On va parler un peu parfois de Munich comme la capitale de la Verge. Mais là, ils sont connus pour être un petit peu pervers. Ouais, ça doit être le bretzel qui fait ça. Là encore, le soufflet va retomber assez vite, mais l'idée reste un peu en sous-main et va ressortir cette fois de façon très visible en Allemagne en 1349. Peut-être que le soufflet retombe parce qu'en fait les récoltes vont mieux. Peut-être. Bah, ou pas. En fait, ça change rien sur les récoltes. Les mecs, ils font un temps pour qu'on s'arracher la moitié de la peau du dos, là. Je sais pas, mais en tout cas, c'est des petits épisodes qui semblent apparaître par-ci, par-là, qui arrivent, on sait pas trop comment, qui s'éteignent un peu d'eux-mêmes. Et le moment où on va commencer vraiment à documenter ça, enfin à en voir un mouvement organisé, c'est 1349. 1349, ça te dit peut-être quelque chose comme année, puisque c'est l'année où arrive en Europe la peste noire. Oui, effectivement. Donc là encore, tu vois, bon, les récoltes mauvaises, c'est pas terrible. La peste noire, quand tu perds entre 35 et 50% de la population, là tu commences à te dire « Oh, peut-être que Dieu nous en veut un peu ». Bref. Ouais, Dieu a l'air d'être un peu en colère. Ouais, c'est ça. En fait, on sait pas trop ce qui se passe. Les gens meurent, on sait pas trop comment lutter.
On va utiliser un peu tout ce à quoi on pense, hein. Parfois c'est utile, parfois ça l'est moins. Et dans toutes les hypothèses sur la maladie, il y a celle d'une vengeance divine. Donc, ostensiblement, on va faire acte de pénitence pour expier ses fautes, en se disant, à un moment, Dieu il va se dire, c'est bon, ils ont assez morflé, là. Non, c'est morflé, en plus, il se fouette tout seul, bon. Donc, on a un récit d'Albert de Strasbourg, qui habitait à Strasbourg, apparemment, et qui raconte qu'à Spire, donc, qui est une ville pas très loin de Strasbourg, mais en Allemagne, on a 200 personnes qui vont arriver comme ça dans la ville, en procession. Et ouais, parce que, en fait, pour bien expier, hein, pour vraiment être sûr d'expier comme il faut, l'idée c'est de partir de chez soi pendant 34 jours, pour passer en exil, en gros, un jour par année de vie du Christ. Ah, ok, parce que j'allais dire 34, c'est quand même un peu random. Ben non, c'est Pourquoi un ils ont jour. pas fait 40? Non, c'est un jour par année de vie du Christ, plus un jour pour rentrer, je crois, de ce que je comprends. Parce que apparemment le Christ, il s'y connaît en expiation. Donc, Sauf que lui, enfin, c'est pas lui qui souhaite lui-même, quoi. Tu vois, la passion du Christ, c'est les autres qui le souhaitent. ouais, enfin, il a quand même pas tout fait pour éviter la tôle, quoi. Oui, certes. Il aurait pu se Non, mais battre. tu vois, ça aurait pu être, Enfin, ça aurait pu être 40 jours. il a accepté de se faire crucifier. Oui, paraît-il. Mais non, moi, ça m'étonne que ça soit pas 40 jours. Tu vois, généralement, c'est souvent 40 jours. Quand Ouais, ils disent là, 40 jours. là, ils se disent 34, un jour par année de vie du Christ. Bon. Bon. Écoute, peut-être que 40 jours, ça faisait trop long. Parce qu'en plus, on verra qu'il y a quelques conditions pour pouvoir le faire. Donc, quand ils arrivent dans la ville, ils vont faire leur procession, et puis à un moment, ils vont se mettre en cercle, commencer à se déshabiller pour ne plus porter que des pagnes. Mhm. Là, ils vont se prosterner. Alors, ils se prosternent pas de la même façon en fonction des péchés qu'ils veulent expier. Genre, tu lèves la main en mettant 3 doigts si t'es un parjure. Si tu te mets sur le côté si t'es un adultérin. Enfin, tu vois, Ok. t'as une posture, Et, t'as une posture un peu différente pour chaque péché, quoi. c'est un peu random, mais pourquoi pas. Et puis là, ils se mettent à frapper le dos de leurs voisins. Donc, c'est presque de la flagellation collective, mais tu te flagelles toi-même par voisin interposé, avec des fléaux qui sont garnis de pointes de fer. Ça doit faire mal quand même. Parce que avant, le côté fléau garni de pointe de fer, ça on retourne vers la partouze BDSM quand même. Je trouve. Même s'ils sont pas tout nus. Pour une fois, ils ont gardé leur pagne. Ils ont gardé un pagne, donc ils se fouettent comme ça, puis à un moment ils s'arrêtent, ils s'agenouillent, ils pleurent, et puis ils recommencent. Ils font ça 2 fois par jour. Ah ouais, quand même. Alors apparemment, cette petite troupe aurait reçu cet ordre par une lettre qui aurait été amenée par un ange à l'église Saint-Pierre de Jérusalem. Ok. Et alors, de Saint-Pierre de Jérusalem jusqu'en Allemagne, Le... ça on sait pas. Ben, je crois que c'est un mec qui est venu, dont on a perdu à peu près le nom, mais qui est venu en Allemagne en disant: Hey les gars, j'ai reçu... je viens de Saint-Pierre de Jérusalem, j'ai une lettre. Jésus, il est un peu chafouin, je ne vous cache pas, à cause des mœurs un peu dissolues de l'époque, et du coup, il nous envoie des punitions divines. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe un petit peu à ce qu'on fait et qu'on demande pardon. Donc, allez, tous à poil et le fouet. Donc, ils se déplacent un peu comme ça, puisque c'est le but, hein, c'est je pars. Et ils vont arriver à près d'un millier quand ils vont arriver à Strasbourg. Mhm. Parce qu'en fait, les gens se joignent. Se joignent à eux. Il n'y a pas beaucoup de règles, mais il y a quand même quelques règles pour les rejoindre. Il faut avoir 4 sous par jour pour pouvoir Ah ouais. vivre. Ok. Il faut avoir pardonné à ses ennemis. Et il faut avoir le feu vert de sa femme. Ah donc il y a que des hommes. Là, il n'y a que des hommes. Ok. Parce que... Chérie, chérie, je peux partir avec mes copains pour aller me fouetter? Pardon? Non, je te jure, ça n'a rien de sexuel. Bah oui, sachant je que pendant cette période de pénitence, il est interdit donc à ses flagellants de parler à une femme. Ah ouais. Oui. Ok. Et il s'appelle la Fraternité de la Croix. Mais s'il y a des femmes qui veulent se flageller aussi, comment? On verra, elles font ça chez elles, les femmes. mais Donc elles effectivement, sont décentes. à un moment, il faudra que les femmes le fassent aussi, il n'y a pas de raison. Bah oui. Bon, un petit millier de personnes qui se foutent à poil et qui se flagellent, ça commence à foutre un peu le bordel. À Et on l'a vu à Strasbourg, ils aiment pas c'était le bordel. c'était déjà à Strasbourg, hein, les gens qui la fièvre dansante.
Je sais pas ce qu'il y a dans l'eau ou dans le pain à Strasbourg, il y a un truc. Mais... Donc ça va commencer à poser des problèmes parce qu'on a vu aussi que c'était quelque chose qui était en fait plus ou moins spontané comme mouvement. En tout cas, c'est pas du tout planifié par les autorités religieuses et même au contraire, parce que leur message c'est quand même les mœurs de l'humanité sont complètement dissolues. Ça veut quand même dire en creux que le clergé a pas fait son boulot, quoi. Ouais. Qu'il a laissé un peu les choses dégénérer jusqu'à ce qu'on ait la peste. Ouais. Et qu'on soit obligé de reprendre les choses dans nos propres mains. Ben voilà, c'est ça, ou notre propre chair. Mhm. Ce qui veut dire que ils vont souvent aller prendre les églises et virer les prêtres. Ah ouais, ça doit bien se passer, ça. Et puis du coup, quand ils prennent les églises, après ils poussent le peuple vers un peu plus de fanatisme, parce qu'on n'a jamais assez de fanatisme religieux. Ils vont même faire des miracles. Enfin, ou au moins, en tout cas, tenter de faire des miracles, hein, parce qu'à Strasbourg, notamment, ils vont essayer, par la prière, de ranimer un bébé mort. Bon, à partir de ce Et moment-là, ils vont se contenter de dire qu'ils vont éloigner les mauvais esprits. ouais, voilà. Bon, alors on l'a pas vraiment Oh, ressuscité, mais on l'a sauvé de l'enfer. Donc, pas mal. ouais, ça porte un petit peu de discrédit quand même, Mhm. ce petit échec. Et du côté des autorités, du coup, on n'est pas fan hein, de ces gilets jaunes un peu tendance SM. Notre ami Clément VI, par exemple, le pape de l'époque, va fulminer. Il va fulminer une bulle contre eux et les évêques allemands vont, eux, interdire les processions. Toutes les procédures. Les processions de flagellants. Euh, Au même moment, on a un certain Venturinus, donc qui est un frère dominicain, qui est à Bergame, qui va lui aussi rassembler 10 000 personnes. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est toujours 10 000 personnes. Peut-être qu'il y a un truc, un biais dans les chroniques du Moyen-Âge que 10 000 personnes, ça veut dire beaucoup. Mais à chaque fois... c'est ça. 1, 2, 200, 10 000. Voilà. 10 000 personnes à partir avec lui à Rome, Ah ouais. Depuis Bergame. depuis Bergame. Alors, ça pose un petit problème, parce que à ce moment-là, le pape, lui, il est à Avignon. Et il se dit, oh, des mecs qui vont à Rome, c'est pas hyper cool. Donc, on va excommunier la procession en entier. Allez, hop. Et finalement, les efforts ecclésiastiques officiels, combinés au fait que petit à petit, comme tous les gens sont morts, la peste commence à refluer aussi, Mhm. ça va un peu endormir ce mouvement. Grégoire XI, qui va succéder à Clément VI, va renforcer ça en 1372 en déclarant les flagellants hérétiques. Ouais. Euh, Ça, t'as plus besoin de les excommunier, ça va plus vite. voilà, en gros, c'est dans la même bulle qu'il excommunie aussi les Béguins et les Turlupins, dont on avait pu parler pendant Discord sous les pods. Et qui avaient eux aussi tendance à se foutre à poil un peu n'importe C'est quand. ça, c'est ça. Non, non, mais il y a un lien quand même avec tout ça. Il y a des gens qui aiment se foutre à poil et après ils font ce qu'ils veulent une fois nus. En 1414, un certain Conrad va lui aussi recevoir un SMS divin, un truc du genre, qui lui demande de reprendre la pratique de la flagellation publique. Dans cet SMS, il va aussi apprendre qu'en fait, il serait la même personne que Enoch. Alors, Enoch, Pour Enoch. c'est presque le roi Enoch. Enoch, c'est le grand-père de Noé. Uh-huh. Et sa vie s'est arrêtée assez abruptement après seulement 365 ans sur Terre, quand Dieu l'a amené au paradis pour devenir le chef des archanges. Oui, il n'y a pas tout un tas de livres de révélation d'Enoch et tout. C'est un prophète important, c'est le père de Mathusalem qui vivra lui 970 ans, je crois. Oui. Bon. À une époque où on avait des crèmes de jeunesse, ça va bien. C'est ça. C'est ça, la fontaine de l'abbé Souris, ça marchait très bien. Et donc le notre Conrad, il se balade dans les rues en disant ah il faut recommencer à se flageller, allez flagellons-nous, et puis je suis Enoch, et puis grâce à nous on va mettre fin à la papauté, et le seul baptême qui compte c'est le baptême par le sang, le reste ça compte pas. Toujours en Allemagne? Toujours en Allemagne. Bon, apparemment, il s'attendait pas à croiser l'Inquisition. Mais parce que personne ne s'attend à la Exactement. Et des centaines de personnes vont brûler. Ah oui. Ouais, il déconne plus.
Bon, la pratique religieuse de la flagellation va pas totalement disparaître, mais du coup, elle va devenir beaucoup, beaucoup plus sporadique, on va dire. Peut-être privé aussi, parce qu'en fait, si tu fais ça chez toi et pas en procession, bah ça va. C'est ça. Un peu comme les BDSM finalement. Mais aussi, tu pourrais le voir en disant, si je le fais en procession sans dire que je vais renverser le pape, c'est peut-être mieux. Aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être un peu la goutte qui fait déborder le vase. Et c'est un peu ce qui va se passer en France quand vont réapparaître les mouvements de flagellants à la fin du XVIe siècle. Mhm. Là, on va voir se créer des compagnies de pénitents qui vont se distinguer en pénitents blancs, pénitents gris, pénitents noirs. Alors, je t'avoue que j'ai pas du tout compris la différence. C'est des équipes, des différentes équipes, team pénitent noir, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas les mêmes chefs. Ouais. Alors, il faut se rappeler que un peu du contexte la fin du XVIe siècle en France, 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, il y a eu le massacre, mais en fait, ça a été suivi par une grande vague de répression Mhm. contre les Huguenots, donc les protestants français. En fait, ce qui se passe assez vite, c'est que les catholiques se rendent compte que bah on a beau massacrer, massacrer, on n'arrive pas vraiment à arriver à bout des hérétiques. Et à un moment, ils se disent mais peut-être qu'on s'y prend mal, peut-être que c'est pas, enfin c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. C'est pas en C'est fou ça quand même. c'est pas en les C'est pas tuant en créant des martyrs. C'est pas en les tuant tous qu'on fera l'œuvre de Dieu, et du coup, c'est peut-être à nous de demander pénitence, et c'est peut-être à cause de nous qu'il y a ces hérétiques. Ah oui, grosse remise en question quand même. Et alors, je te dis pas que c'est tout le monde d'un coup et comme ça, mais c'est ça qui va lancer les mouvements, bah, justement, de flagellants, Mhm. pour demander pardon à Dieu d'avoir laissé vivre ces hérétiques. Ah, c'est pas demander pardon à Dieu de les avoir massacrés. Non. Non, Non, pardon. c'est de dire, bah, désolé Dieu, on n'est pas des assez bons chrétiens, pour nous punir, tu nous as envoyé des hérétiques. Au début, on s'est dit on va tous les tuer, mais en fait non, parce que c'est ta volonté à toi qui soit là, donc ça veut dire qu'il faut faire pénitence. Ouais, ouais. C'est une logique que j'ai un peu de mal à suivre personnellement, mais enfin ouais, ok. En 1574, donc 2 ans après le massacre de Saint-Barthélemy, la reine-mère en personne va se placer à la tête d'une procession de pénitents noirs à Avignon. Elle va participer à des cérémonies de flagellation à Toulouse et à Lyon. Poil aussi et tout? Alors non, eux ils sont moins à poil, hein. Parce qu'il fait moins chaud qu'en Allemagne. C'est ça. Bon, à Toulouse et à Lyon, ça va. Mhm. À Paris, c'est Henri III, qui est non seulement un membre honoraire d'une compagnie de flagellants, mais qui, lui, prend part aux processions. Le roi, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc là, on est bien dans un truc bien officiel, quoi. Oui, on remarque qu'il risque moins de se faire déclarer hérétique. Du Bah coup. oui, d'un coup. Au jubilé de 1575, donc qui fête le roi, Catherine de Médicis va faire fouetter ses dames de compagnie en privé. Enfin, elle va leur dire maintenant vous allez vous fouetter, parce qu'elles peuvent pas participer aux pénitences publiques parce que ce serait un peu contraire aux bonnes mœurs. Et le roi va créer en 1595 une compagnie blanche, la Fraternité du Jour de l'Annonciation. Même si les lois qui régissent cette compagnie sont assez directement tirées des sectes de flagellants précédentes, le pape, cette fois-ci un peu plus conciliant, et les accepte. C'est fou, comme quand t'es le roi de France, t'as le droit de faire accepter des choses au pape. Ouais, tu vois, dans la procession inaugurale, c'est le cardinal de Guise qui porte la croix, Mhm. le duc de Mayenne qui fait le MC, enfin, le maître de cérémonie. Et en plus, c'est trop bien, il commence à pleuvoir à verse, t'as un mec qui meurt de ses blessures, les jésuites, ils sont hyper fans. C'est-à-dire que pendant une petite période, le fouet, c'était devenu un accessoire de mode pour les femmes. Pour se fouetter elle-même. Ouais, mais tu vois, du coup, juste d'avoir un fouet attaché à sa robe, Ok. c'était devenu un accessoire de mode pendant une petite période de l'histoire française. Je pense que c'est le genre de truc qu'il faut faire revenir. Que tout le monde dans les rues se balade avec un fouet, qu'est-ce qui peut mal se Non, passer? que les femmes. Que, Que les femmes. que les femmes, voilà. Ça réglera peut-être un peu les problèmes de Oui, compteurs, remarque, de... remarque. Chères auditrices, n'hésitez pas. D'un autre côté, en fait, là, on est dans des pratiques qui, d'un seul coup, deviennent vraiment l'apanage de la noblesse. Et Oui. ça commence à faire un peu rigoler le peuple.
Et ça fait aussi grincer des dents certains théologiens, comme l'illustre Gerson, qui est chancelier de l'Université de Paris, qui va dire que en fait, se flageller, c'est finalement pas plus religieux que s'automutiler ou se castrer, quoi. Voire que de se marquer au fer rouge. Et ça, Oui. se marquer au fer rouge, tout le monde sait que c'est un truc d'idolâtre. Ah, je crois qu'il allait dire que c'était un truc de prostituée. C'est pas les prostituées qu'on marquait au frère rouge, Oh, je sais pas. je crois que c'était un peu tout le monde, hein. Tous les criminels, hein. Oui, ça. Et donc petit à petit, l'opinion va un peu changer sur ce sujet en disant mais non, c'est le corps que Dieu vous a donné, comment est-ce que vous osez l'abîmer et tout ça. À partir de 1601, le Parlement de Paris va petit à petit interdire les compagnies de flagellants. On va les retrouver sporadiquement au XVIIe siècle, en Italie, en Espagne, au Portugal. Les dernières processions de flagellants qu'on va retrouver en Europe, c'est à Lisbonne en 1847. 1847? Ouais. Ah, quand même. On pourrait croire qu'après le siècle des Lumières et tous les mecs, ils ont un peu abandonné le côté si on souhaite, Dieu va nous pardonner, quoi. Bah écoute, on l'a abandonné, mais ça a duré. Il y a eu quelques résurgences. Finalement, ce qu'on se dit, c'est que ça paraît assez évident de voir ces résurgences d'intérêt pour la flagellation, un peu comme une réaction à des événements qui sont très graves et qui arrivent d'un coup, hein. Mhm. La poussée d'une hérésie, la peste, voilà, et sur lesquels on se dit ah on a peu de prise, on n'arrive pas à résoudre le problème, ben c'est que Dieu est en colère. En fait, les choses sont un petit peu plus complexes que ça parce qu'on doit les prendre, on doit plutôt voir ça comme une longue série d'innovations qui ont lieu dans la façon de montrer son adoration en public. Mhm. Parce que finalement, utiliser des moyens radicaux pour montrer sa foi, c'est vieux comme le monde. Ouais. Y associer la douleur, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau apporté par les chrétiens. En Ah revanche, oui. En revanche, les chrétiens ont en plus pour eux que finalement, le symbole du Christ, c'est quand même une croix, c'est quand même pas le truc le plus joyeux au monde, la C'est un crucifixion. peu BDSM, la chrétienté de manière Bah générale. ouais, c'est ça, c'est que l'idée du Christ, c'est quand même très très lié avec l'idée de douleur, l'idée de passion, tout ça, et que Mhm. vouloir à un moment reproduire cette douleur peut avoir un sens. Oui, clairement. C'est intéressant, par exemple, de voir que quand on est plus à l'est, dans les régions où les chrétiens sont pas en majorité, bah, ils vont pas jusqu'à ces extrêmes-là, justement. Ce qui est important, c'est l'expiation de ces péchés passés. Et ça se matérialise par des larmes. Tu vois, Mhm. on pleure, on est triste pour ce qu'on a fait. Et dans ce contexte-là, on va retrouver des mentions de flagellation, comme l'histoire du saint de la montagne de Nitri, donc là on est en Égypte, qui Oui. lui se retire dans une grotte pour renoncer alors pas une grotte, mais dans une cellule pour renoncer au monde, et il entend dans la cellule d'à côté quelqu'un qui pleure. Et en fait, ça le met en rage parce que lui, il n'arrive pas à pleurer devant ses péchés passés, Ouais. et c'est à ce moment-là qu'il va utiliser la flagellation Pour se faire pleurer lui-même. pour se faire pleurer. Mais du coup, en fait, c'est pas la douleur qui a une valeur en soi. Tu vois, la C'est douleur, lui c'est qui juste un moyen de pleurer et donc de pleurer ses péchés, euh, quoi. Mais ok, c'est un peu... Il aurait pu prendre du citron, quoi, maintenant. Ouais. ouais, coupe des oignons, mec. Ouais, je sais pas. Mais à l'ouest, la douleur va non seulement aller vers cette notion de purification des péchés, elle va aussi servir à montrer son amour pour la figure du Christ. C'est Mhm. mentionné dans les règles de plusieurs ordres, en fait, de dire qu'une discipline très stricte, voire une discipline douloureuse, va permettre d'émuler la vie de Jésus. C'est pas dans le David Chicone, là, où il y a un mec qui se met des épines dans la cuisse, là? Mais si, mais il y a plein de trucs avec les moines qui ont des vêtements qui grattent, Oui, c'est ça, ouais. et tous ces trucs-là pour justement être plus proche de Jésus, quoi. Pour les flagellants, la douleur, c'est pas du tout un intermédiaire, hein. C'est directement ça qui compte pour obtenir l'agrément de Saint-Pierre pour aller au paradis. Ouais. Eux, ils sont des vrais BDSM. Ouais, bah, eux, on l'a vu en Allemagne, les mecs, ils annoncent Mm. leur faute juste avant d'être flagellés, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est j'expie telle faute et la douleur va me permettre d'expier les fautes. En fait, ça fait un peu partie du pitch des sectes de l'époque, quoi. Parce que bon, ok, le fouet, c'est pas très cool.
Mais finalement, c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est l'enfer. Ou pire, Ouais. l'alternative, c'est de devoir se comporter en bon chrétien. Oui. Tu vois, l'alternative, c'est de pas commettre de péché, quoi. Ce qui est, bon, admettons-le, Un peu chiant. c'est un peu chiant. Te dire, bon, un bon coup de fouet de temps en temps, histoire de remettre les trucs à zéro. Je crois que c'était le principe du catholicisme, non? Tu pèches, puis tu vas te confesser et hop, c'est fini. Bah voilà, c'est un peu ça, sauf que là, comme la confession est un peu plus visuelle, tu te dis que ça marche mieux. Puis t'as pas besoin de prêtre. Puis t'es pas obligé de dire à haute voix ce pourquoi tu te fouettes, quoi. Tu peux juste te fouetter tout seul. Oh. C'est ça, donc les chefs de ces sectes, bah, ils vont en faire des tonnes pour montrer bien l'avantage de cette méthode révolutionnaire. Certains te vont dire que le sang de la flagellation va se mêler au sang du Christ. Ouais. Spiri- Qui se spiri- baigne dans le vin après. Spirituellement, que en fait c'est une pratique qui va rendre la confession inutile. Parce que les péchés sont déjà pardonnés quand tu te flagelles. Donc comme Oui. tu disais, t'as pas le droit d'en parler. Que c'est même mieux que le martyr. Parce que là, au moins, t'es volontaire. Tu te retrouves pas comme une pauvre meuf qui est envoyée dans l'arène à se faire bouffer par des lions, quoi. Non, là, t'as choisi. Après, il y a plein d'histoires de martyrs où ils l'ont un peu choisi quand même, Oui. leur martyr. Et Et oui, non mais effectivement, tu le choisis plus. t'as des gens qui vont te dire que ça remplace même le baptême. Et que même certains te diront que ça rachète les péchés passés, mais ça marche aussi pour les péchés futurs. Si tu te flagelles un peu plus, après, tu peux aller violer, tuer Ou manger. et voler, quoi. Oui. Ou manger du beurre pendant le carême. C'est ça. Donc quand t'écoutes ce pitch, tu comprends quand même pourquoi une bonne partie ont fini par avoir quelques discussions au coin du feu, voire un peu trop près du feu avec l'Inquisition. Et finalement, cette pratique de la flagellation, c'est pour ça que ça va évoluer pour ne plus être vraiment le thème central des confréries, mais plutôt ça va être un petit plus. Tu vois, c'est un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui dans le chiisme. C'est pas des gens qui sont où leur vie est centrée sur la flagellation, c'est juste c'est un petit truc qu'on fait en plus pendant certaines grandes célébrations. Et ça va De être temps en temps, on saigne un petit peu. ouais, c'est ça, quand je sais pas, quand on sort les doigts de Sainte-Catherine pour les balader en ville, t'as un gars qui se flagelle, quoi. Et c'est strictement encadré par les autorités et d'un coup ça se passe beaucoup mieux, quoi. Désolé, moi j'étais resté un peu sur le truc BDSM quand tu dis quand on sort les doigts de Sainte-Catherine. Les gilets de partout, on dit bon, ouais, stop, on arrête de doigter Sainte-Catherine, il faut qu'on aille se flageller. Hein, Sainte-Catherine, regarde où tu mets tes doigts. Parfois, même quand la pratique de la flagellation publique est devenue impossible, on la continue en privé. Hein, et avec toutes les petites dérives que ça peut entraîner par ailleurs. No king shaming, pas des dérives. En parlant de ça, je suis tombé sur l'histoire d'un certain Cornelius Adrien. Bon, tu t'en doutes un petit peu au prénom, hein, Cornelius, le monsieur est batave. Il est né à Dordrecht en 1520. C'est un moine franciscain et il va s'installer comme professeur de théologie à Bruges en 1548, où il va briller surtout par son éloquence et il va se faire remarquer. Par la gente féminine surtout. Ah, parce qu'il est bien fait de sa personne aussi. Ouais, qui parle bien, et surtout, ses sermons vont parler souvent de bas instincts et d'attrait de la chair, ce qui a tendance un petit peu à émoustiller les dames convenables et à les pousser un peu à la confession. Tu vois, c'est un peu le moine harlequin, quoi. Ouais. On constate cependant que à la confession, les remèdes qu'il préconise vont varier. C'est-à-dire que s'il envoie facilement les dames les plus âgées ou les dames les moins jolies vers ses confrères, il a tendance à expliquer aux autres qu'elles doivent faire pénitence et être punies. Alors, la première étape de la pénitence, c'est le secret. Parce que tu comprends, parfois les gens, ils ont quand même un esprit étroit, ils risquent de pas comprendre, et puis le bavardage, ça risquerait de jeter l'opprobre sur la communauté, qui franchement a pas besoin de ça, hein. Oui. Enfin, Il exige aussi que ces villes pécheresses viennent se confesser tous les mois en négligeant aucune parole, aucune action ou aucune pensée impure. Et bien entendu, toutes ces atrocités ne peuvent être expiées que par un châtiment sévère qui ne peut être administré que par ce bienveillant homme d'église.
Bien sûr. Pour ça, notre bon professeur s'est dégoté une petite maison mitoyenne du monastère qui est tenue par une complice. Quand on y entre pour la première fois, donc la jeune pécheresse va se voir confier une verge Mhm. et on dit bien à la dévote d'amener la sienne la prochaine fois. J'imagine ça. Parce que ça coûte cher, Ouais, donc, j'imagine ouais. c'est un peu, tu sais, comme du bowling, quoi. Et on l'a fait pénétrer dans la salle de discipline. Une fois toutes les pénitentes rassemblées, notre héros leur intime l'ordre de se mettre dans une tenue adéquate. Donc en gros, on se déshabille en bonne partie. Ouais. Elles lui tendent alors chacun leur verge, tandis que lui va administrer sa punition en dissertant sur les bienfaits de la douleur et du châtiment physique. Ok. Tout le monde est content à la fin, on a bien expié, et la petite histoire va durer une petite dizaine d'années comme ça. Et les choses vont changer avec l'arrivée de la jeune et jolie Kaleken Peters, qui a 16 ans à l'époque. Elle est amie avec un certain nombre de jeunes femmes du coin, donc naturellement, dans la discussion, elle entend parler obéissance et soumission. Logique. Logique. Donc, de fil en aiguille, de messe basse en confession, elle va jurer de ne pas se confesser à un autre que Cornelius, et va finalement être admise dans le cercle privilégié de celles qui seront sauvées par le professeur. Donc, on l'a fait rentrer, le seul souci, c'est qu'une fois sur place, bah, elle a rien à confesser. Et donc, donc on lui dit, bah 16 écoute, ans et écoute, t'as l'air un peu chiant de toi, tu casses un peu l'ambiance, donc tu rentres chez toi. Cornelius va devoir donc la prendre entre quatre yeux pour lui expliquer un peu les choses. Il lui dit, bah, en gros, tu me fais quand même suffisamment confiance pour me confier le salut de ton âme, hein, et c'est quand même ça que t'as le plus précieux, alors je vois pas pourquoi tu me confierais pas aussi ton enveloppe corporelle, qui n'est qu'un simple vaisseau pour ton âme en attendant le paradis. Conséquence logique, hein, il lui dit, bon, écoute, maintenant tu te fous à poil. Et il dit, une humiliation comme ça est nécessaire à ton évolution spirituelle. Donc ok. notre jeune fille essaye, mais c'est trop pour elle, et elle tombe dans les pommes. Hop, un petit coup de sel de bain pour retrouver ses esprits, et elle est renvoyée chez elle. La séance d'après, quand elle est conviée, elle va être conviée en même temps que deux jeunes filles qui vont montrer l'exemple à côté d'elle. Mais la petite a l'air dure à convaincre. Le travail de Sap va continuer pendant plusieurs mois jusqu'à ce que la demoiselle ait enfin quelque chose à confesser. Et enfin, il peut administrer son châtiment, joie et repentance. Tout est enfin résolu. Donc son châtiment, c'est qu'il la fouette avec sa verge ou Bah, avec avec la verge sa qu'elle a verge? ramenée. Oui, pas avec sa verge à lui. Non, 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 bah non, sa verge à lui, j'imagine qu'il la garde pour se punir lui-même, hein. Je n'en doute pas. Sauf que en 1558, la congrégation va décider de célébrer un anniversaire de leur réunion, et à ce moment-là, notre ami Cornelius, bah lui, il danse et il boit, et il s'adonne généralement à des comportements contraires à son statut. Alors, j'ai pas lu d'autres précisions que ça. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Bien sûr, la prude Kaleken va l'apprendre, et elle va être un petit peu choquée, ce qui va alourdir la salvatrice punition qu'elle va recevoir ce jour-là. Mhm. Et obliger Cornelius, pour le bien de tous, à lui faire signer une déclaration indiquant qu'elle n'a jamais entendu parler de châtiment privé. Ok. Ouh. Il se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas bien quand même. Non, il protège la communauté. Ouais, Parce que tu comprends, les gens, ils ont l'esprit un peu étroit. Ils c'est ont... vrai, c'est vrai. Pourquoi se confronter à la bêtise crasse des gens alors que, bon... Ça va le laisser tranquille pendant 2 ans, cette histoire, mais la jeune fille doute à nouveau. Et sa question, justement, est un peu... ressemble un peu à ce que tu disais. Elle dit, mais du coup, si ce côté discipline et en privé, comme ça, c'est si utile, pourquoi on la garde secrète et pourquoi on la fait pas à tout le monde? Oui. Non, mais en gros, tu comprends, le monde n'est pas prêt. Les gens ne feraient que se moquer. Et puis en plus, pour les hommes, il y a d'autres moyens d'arriver à la rédemption. Je sais pas, la chasse ou un truc comme ça, quoi. Le golf, enfin Ouais, bon. c'est ça. C'est ça. Et donc la fille est un peu troublée par cette réponse et lui dit, mais du coup, s'il y a d'autres moyens, pourquoi est-ce que moi je dois avoir le cul tout rouge? Enfin,
Pourquoi moi je me fais fouetter le cul et pas ma copine moche, par exemple? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que elle doit juste réciter des prières? Bref, notre amie finit par aller voir le gouverneur du monastère, qui se demande ce qu'elle veut bien lui en vouloir, et après une entrevue, il lui suggère de ne plus trop parler à Cornelius. Et ce qu'elle fait en se disant, bon bah je vais me punir moi-même toute seule, comme une grande, j'ai appris comment on fait. Même l'excommunication qui est prononcée par le moine va pas lui faire peur, et il va finir par la foutre dehors en disant je te rends au diable. Et tout aurait pu s'arrêter là. Et en 1563, donc 5 ans plus tard, Kaleken, qui avait gardé le silence, est amené à témoigner dans un procès. L'histoire est un peu puérile au départ, hein. C'est l'histoire d'une femme un peu trop pieuse nommée Betken, dont Cornelius a un peu peur et il va utiliser son influence pour la mettre un peu au banc de la société féminine qu'il dirige. Ce qu'elle va endurer, mais ça la rend pas très, enfin c'est pas très sororité comme attitude. Oui, ouais. Et un jour qu'elle était au chevet d'une mourante, la mourante lui demande d'aller chercher une capuche de moine pour demander à pousser son dernier souffle vêtu d'icelle. C'est donc un cadeau de Cornelius qui lui a garanti que ça lui éviterait le purgatoire. Ah ouais. La meuf, elle se fait fouetter toute sa vie pour éviter l'enfer, mais elle peut quand même aller au purgatoire. Voilà, Batken va refuser, va dire non, non, et en fait, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, cette mourante ne mourra pas, Hmm. et donc elle va pouvoir aller tout raconter à son gourou. Ce qui, lui, va pouvoir se déchaîner en traitant Batken d'hérétique, il va la diffamer dans toutes les communautés religieuses, bref, c'est le cyberharcèlement de l'époque. Et elle en peut plus, et elle va finir par en parler aux autorités, qui, bien connues pour leur sévérité, vont demander à Cornelius de ne plus recommencer. Et de dire à tout le monde que finalement, non, c'est bon, Batken, c'est une chic fille. Je les connais, je parlais d'une autre, Voilà, c'est ça n'a ça. rien à voir. Il est forcé de le faire, mais il y met tellement de mauvaise volonté que, en public, personne ne comprend vraiment de quoi il parle quand il fait ses excuses. Et Mhm. en privé, il continue, Ouais. quoi. Et donc, on va escalader ça au magistrat de la ville, d'où enquête, témoignage de Kaleken. Encore une fois, Cornelius aurait pu éviter le scandale, vu le nombre de personnes de bonne famille impliquées. Mhm. Mais visiblement, il sait pas trop se taire, et la chose devient publique, la honte se répand sur les familles, comme il l'avait prédit. Cornelius, lui, va être exilé quelques années à Ypres, avant de revenir à Bruges en essayant de convaincre qu'on essayait de le traîner dans la boue en vain. Si les auditeurs sont intéressés, il y a un certain Girard qui se lancera à peu près dans la même aventure en France au XVIIIe siècle. Mais j'ai l'impression que pour le bien de tous, la punition aura assez duré aujourd'hui. Bah, ça dépend. En fait, ton Cornelius, là, c'est juste un mec qui aime le BDSM et qui vit dans une société qui ne lui permet pas d'exprimer librement ses pulsions sexuelles. Sur, Quand c'est entre gens consentants. bah, les gens étaient consentants. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment du Est-ce que consentement éclairé quand tu leur dis que c'est pour éviter l'enfer, quoi? bah, je sais pas, peut-être qu'il avait raison. Peut-être, effectivement, et qu'on va tous aller en enfer, enfin pas moi, parce que Parce que la pénitence, voilà. voilà, ça me connaît. Non, mais ça fait un peu coercition, quand même. Un petit peu. Il les a un peu manipulés, quoi. Un petit peu. C'est brave Cornelius. Et donc tout ça avec des verges, genre les longues cannes Ouais. en C'est ça. en bois, là. Quand je lisais ça, en fait, j'étais vraiment en train de m'imaginer, tu sais, genre Harry Potter, le moment où ils choisissent leur baguette. Oui. Alors, pour vous, mademoiselle, je pense il vous faudra une verge en érable. Oui, c'est mieux. Un peu de souplesse. Un peu de souplesse et pas trop d'épaisseur. Ah, sachant que ça fait très très mal, hein, les cannes comme ça, là. Moi, j'aurais préféré le martinet. Oui, mais pas le fléau à pointe de fer. Moi, non, ça le fléau à pointe de fer, par contre, je trouve que c'est à de là, quoi. Faut pas que ça laisse de traces, c'est comme avec les flics. Hein. Donc voilà, c'était l'histoire des flagellants. Eh ben, donc des flagellants mentaux vont aussi exister. Moi, donc comme tu le disais au début, je vais parler d'un conte de fées moderne parce que j'ai remarqué qu'on avait une petite tendance à la confiture
à parler d'histoires plus ou moins atroces, qui mettent en scène des constructions architecturales à base de parties du corps humain. Oui. Et quand on parle pas de ça, on parle de sectes, d'escrocs, de prochaine guerre. Et donc, C'est vrai qu'on parle pas pour beaucoup changer, d'honneur, voilà, pour changer un sauf au petit Bhoutan. peu, au bout de temps, effectivement, on a parlé de bonheur. Mais pour changer un petit peu, j'ai décidé donc de parler d'un conte de fées moderne, l'histoire de Sarah Rector, une jeune femme américaine. Bon, évidemment, comme Sarah Rector, c'est une femme noire américaine, et que son histoire commence au début du XXe siècle, elle est un petit peu tartinée d'une bonne grosse dose de racisme bien crasse, mais je vous jure, ça finit bien. On parle quand même d'une feel-good story. Bref, Sarah Rector est donc née le 3 mars 1902 à Taft, dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma, mais qui était à l'époque les territoires indiens. Taft, c'est pas un président obèse? Si, mais ça s'écrit pas mal. D'accord. Et c'est plus ou moins à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est président. Donc, elle naît dans les territoires indiens parce qu'en fait, elle est l'arrière-petite-fille d'esclaves, noirs évidemment, qui ont été la propriété des tribus Creek ou Muskogee. C'est deux noms différents pour parler du même peuple. Des tribus d'Indiens qui, voyant les Blancs le faire, se sont dit ah bon, on peut posséder des Noirs, ok, bah faisons-le. Comme quoi, l'assimilation culturelle. Ouais, ça marche. Après la guerre de sécession, l'esclavage étant aboli partout aux États-Unis, les ancêtres de Sarah ont été libérés et intégrés à la nation Creek, parce que on va pas non plus les accueillir chez les Blancs, faut pas les connaître. Hein, on dit aux Indiens, bah vous avez voulu avoir des Noirs, bah vous les gardez, mais vous les possédez plus par contre. Ça se passe plus ou moins bien. Hein. La famille de Sarah est pas riche, mais bon, c'est des paysans moyens. Et puis, à la fin du 19e siècle, le gouvernement américain se dit que c'est quand même dommage de laisser toutes ces terres à une bande de sauvages et de noirs qui viennent d'être libérés, et que ça serait quand même vachement mieux de faire un État de l'Oklahoma. Et donc, il entreprend de les forcer, je cite, à adopter une relation capitaliste à la propriété privée, notamment de la propriété foncière. Et pour ce faire, il faut un recensement des nations indiennes, afin que chacun de leurs citoyens se voit attribuer un lot en son nom propre, et ainsi détruire la propriété sociale que chaque communauté avait sur les terres environnantes. Ça n'a pas été jugé par la Cour suprême il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a régulièrement des gens qui se plaignent du recensement, des terres qui ont été allouées, etc. Que la Cour suprême a globalement dit, mais en fait, la moitié de l'Oklahoma, c'est une réserve, enfin, c'est une nation indienne. Bah, à l'époque, c'était presque tout l'Oklahoma qui était une nation indienne, et donc c'est à ce moment-là. Donc en fait, il faut un recensement des nations indiennes, donc de tous les gens qui sont soit full-blood pur indiens, soit métis, soit des freedmen, c'est-à-dire les anciens esclaves ou descendants d'esclaves qui ont été intégrés à la nation indienne. C'est un nom que j'ai pas noté parce que c'est pas très important, mais qui font ce recensement et chaque personne en fonction de s'ils sont un quart indien ou à moitié indien ou full indien ou si c'est des freedmen reçoit un lot de terre. C'est un peu les 60 acres et une mule. On avait promis aux Noirs américains qui se sont battus pour l'Union pendant la guerre civile. Sauf que là, c'est un peu plus parce que Sarah Rector, par exemple, elle va se voir attribuer 159,14 acres, soit 64 hectares Quand même. D'un magnifique champ de cailloux à 100 bornes de la maison de ses parents. Hein, parce qu'on va pas non plus leur filer les meilleures terres et puis des terres pratiques. Mais pendant tout ce truc-là, les nations indiennes vont perdre environ 60% de leurs terres. Parce que si un village, je dis n'importe quoi, possédait socialement 100 hectares, on va distribuer 40 hectares aux gens de ce village, et puis les 60 hectares restants, on va les mettre aux enchères. À qui veut bien les acheter. Et si c'est pas un Indien qui les achète, ça devient plus indien. Voilà. Et quand un Indien revend sa propriété, ça sort de la réserve. Voilà. Et comme ça, tu détruis la réserve.
Bon, alors cela dit, pour Sarah Rector et ses frères et sœurs, hein, qui tous récupèrent un bout de terrain, ses parents aussi, bah, ça leur fait une belle jambe d'avoir un champ de cailloux un peu loin, et puis surtout c'est un cadeau un peu empoisonné parce que donc non seulement ces terres sont loin et elles sont pas fertiles, hein, enfin, c'est vraiment des champs de cailloux, mais en plus il faut payer des taxes dessus parce qu'ils en sont quand même propriétaires de façon capitaliste. Or, même si c'est que 30 dollars par an, 30 dollars de l'époque, hein, par an, Oui, ça fait 4,8 millions de dollars aujourd'hui. c'est ça. En gros, ça fait quand même un peu beaucoup pour les parents de Sarah, puisque c'est ses parents qui payent, hein, vu que là, ça c'est en 1906, hein, donc elle a 4 ans, hein, elle récupère ses terres. Ça fait un peu beaucoup, si bien que son père, Joseph, essaie de vendre les terres de Sarah pour 400 dollars, mais personne n'en veut, parce que c'est vraiment de la merde, et que c'est loin. Donc ils sont obligés de garder les terres, et en désespoir de cause, parce que en plus il a déjà 2 hypothèques sur ses terres à lui, il accepte en 1911 de louer la parcelle de Sarah à une filiale de la Standard Oil, la fameuse compagnie de exploitation pétrolière. En gros, le loyer que paye la Standard Oil, ça paye juste les taxes annuelles. D'accord. Mais dans l'arrangement, il est prévu que si on trouve quelque chose sur ces terres, il y a des royalties qui seront reversées à Sarah. Normal. Normal. Or, en août 1913, un prospecteur de la Standard Oil creuse un énième trou dans cette partie de l'Oklahoma. Il se trouve que c'est sur les terres de Sarah. Et là, miracle, le pétrole se met à jaillir vers le ciel. Et très vite, ce premier puits produit 2500 barils par jour. Ce qui rapporte en royalties à Sarah 300 dollars par jour. Ce qui lui permet de payer plus que Et ses taxes. ses taxes. Et des chaussures. Parce qu'apparemment, elle avait pas de chaussures. 300 dollars par jour, ça fait 9000 dollars d'aujourd'hui. Hein, par jour. Et tu sais que le fait de pas avoir de chaussures, enfin, parce qu'il y avait un truc que j'ai lu. Pourquoi est-ce que on considérait que les gens du Sud étaient bêtes? Et en fait, c'est en partie dû au fait que, à force de marcher sans chaussures, ils chopaient des parasites qui, Ah oui, j'ai déjà entendu ça. qui ralentissaient leur activité mentale. Ouais. Et Sarah, 11 ans, a maintenant les moyens de s'acheter un certain nombre de paires de chaussures, plus que 300 dollars par jour. D'autres puits vont être découverts sur les terres de Sarah, et fin 1913, Sarah, elle peut prétendre à 114 000 dollars par an, juste de royalties. Hop, tranquille. C'est cool. Forcément, l'affaire intéresse la presse, hein, qui rivalise de racisme dans ses titres et ses articles. Je vous passe les détails, mais c'est vraiment... Mais les pas lire, c'est horrible. Ouais. Et ça intéresse aussi les autorités, car à l'époque, dans l'Oklahoma, la loi stipule que un Indien ou un Noir, et donc a fortiori une jeune fille noire membre d'une nation indienne, ne peut pas gérer soi-même son patrimoine à partir du moment où celui-ci est substantiel. Et que donc, il faut un tuteur blanc et de bonne réputation pour s'occuper de l'argent de ces pauvres gens qui ne savent pas quoi en faire. Bah oui. On sait pas comment elle la dépenserait sinon. En chaussures. Ou en drogue. Oui. Enfin, c'est bien connu. En tout cas, rien qui ne permette à la communauté des Blancs de prospérer. C'est ça. Donc, pas possible. Et donc, Sarah se voit attribuer un tuteur, un certain TJ Porter, qui recevra bien sûr en échange de son labeur un pourcentage sur les bénéfices qu'on fait avec l'argent de Sarah. Un pourcentage sur les bénéfices ou un pourcentage de l'argent qu'elle touche? Bah, c'est un peu la même chose, puisqu'en fait, l'argent qu'elle touche, c'est lui qui le touche. Oui. Et qu'il le fait fructifier après. Le pourcentage Je sais pas, alors, j'ai pas trouvé le détail exact de combien il prenait et sur quoi il le prenait. Alors, il semblerait que le porteur, là, en question, était pas si malhonnête que ça, parce que il a quand même reversé de l'argent, régulièrement, à Sarah, et vraiment fait fructifier, son patrimoine. Après, au début, notamment, il a beaucoup prêté de l'argent à des gens, autour de lui qui en avaient besoin pour diverses raisons. Mais des raisons bien de blanc, quoi. Oui, non, bah, enfin, c'est des investisseurs, quoi, généralement. Enfin, il est devenu banque privée, si on veut. Et ce qui a bloqué le patrimoine de Sarah pendant un long moment.
Mais finalement, les gens ont remboursé et donc elle l'a récupéré, cet argent. Enfin, lui l'a récupéré en son nom. Putain. En attendant, le pétrole continue à jaillir sur les terres de Sarah, si bien qu'elle est potentiellement millionnaire. Et donc, ça ravive l'intérêt de la presse, qui redouble à niveau de titres racistes, et l'intérêt de tous les requins qui peuvent imaginer dans ce genre de situation. À 12 ans, Sarah reçoit donc des dizaines de demandes en mariage, dont 4 d'Allemagne, Écoute, de la part de gens généralement blancs qui veulent faire d'elle une femme bien sous tout rapport. une femme du monde. Voilà, c'est ça. Elle reçoit aussi forcément des centaines de lettres de gens qui lui demandent de l'argent pour diverses causes plus ou moins honnêtes, et des menaces, notamment de gens qui menacent de la kidnapper. L'argent, ça apporte aussi des emmerdes. Voilà. Mais les aventures de la jeune fille arrivent aussi aux oreilles des leaders de la communauté noire, comme Booker T. Washington et Webb Dubois, un des fondateurs de la NAACP, dont on a déjà parlé. Oui. Et ceux-ci commencent par s'assurer que Sarah reçoive une éducation digne de ce nom, notamment en la faisant rentrer à l'Institut de Tuskegee, en Alabama, qui a été fondé par Booker T. Washington, donc, et qui est une école pour enfants noirs, qui va de l'école primaire jusqu'au lycée. La NAACP va aussi engager des avocats pour contrer les multiples recours en justice d'hommes blancs qui trouvent qu'il serait des vachement meilleurs tuteurs que celui qui est en place. Ou de mecs qui disent oui, non, mais là, en fait, ces terres, elles étaient à moi, oui ou non, enfin bref. J'ai mon grand-père qui est enterré là, qui a enterré un veau là-bas et donc c'est à moi. Ça doit être à moi. On peut imaginer tous les prétextes qui ont été donnés là-dessus. Et il s'arrange aussi pour que, à l'école, il y ait une troupe d'étudiants plus âgés qu'elle qui l'accompagne partout où elle va pour éviter qu'elle se fasse kidnapper. Sachant que c'est arrivé à d'autres enfants comme elle qui ont eux aussi reçu des terres sur lesquelles on a trouvé du pétrole. Alors moins qu'elle. Mais enfin quand même. Certains ont été kidnappés. Il y a même 2 gamins de sa région d'origine qui sont morts dans l'explosion de leur maison. Parce que leur tuteur a décidé de mettre de la dynamite sous cette maison pour se débarrasser de ces encombrants enfants. Mais parce que le tuteur était l'héritier? Bah, il faut croire qu'il pensait le devenir. Peut-être, oui. J'imagine. Bah, en l'occurrence, il a fait sauter toute la maison, hein, donc il n'y a plus personne pour hériter, quoi. Oui, mais après, tu vois, est-ce que tu tues pas ton job, quoi? Écoute, j'imagine qu'il devait avoir il devait avoir regardé le problème, ou alors ils étaient bêtes. Ce qui... L'histoire ne dit pas qu'ils étaient forcément très intelligents. Quand t'en viens à mettre de la dynamite sous la chambre d'enfant, oui, tu dois quand même avoir déjà un peu des problèmes. Quoi. Oui, j'imagine. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça chez vous. Bref, tout ça continue pendant toute l'enfance et l'adolescence de Sarah Rector. Et puis en 1920, alors qu'elle fête son 18e anniversaire, et qu'elle peut donc réclamer ses droits sur son patrimoine, parce que la loi a changé entre-temps, puis elle a changé d'état, elle est partie à Kansas City, dans le Missouri, pour faire son lycée. Donc elle pourrait prétendre au moins aller en justice pour essayer de récupérer les droits sur son patrimoine, mais au lieu de ça, elle va effectivement au tribunal, mais pour faire signer un acte qui donne le contrôle total de tout son patrimoine à 2 tuteurs blancs. Étonnant. La presse en fait à nouveau ses choux gras, notamment en se moquant de la pauvre fille noire qui a été millionnaire pendant 3 heures. Et puis l'histoire retombe parce que finalement, voilà, il n'y a plus rien à dire sur une fille qui est toujours noire mais plus riche du tout. Elle a tout donné à tout tuteurs. Elle a donné le contrôle, mais elle... en pratique... oui. Elle n'a plus aucun droit sur son argent. Par rapport à... Donc, ce qui revient à peu près au même que d'être pauvre, quoi. Voilà. Et puis, quelques mois plus tard, une fois que l'intérêt de la presse s'est calmé, que tout le monde commence à oublier Sarah Rector, dans une certaine discrétion, ces 2 tuteurs blancs rendent son argent à Sarah Rector. Qui peut donc en profiter comme elle le veut. Elle se marie quelques mois plus tard avec un certain Kenneth Campbell, avec qui elle aura 3 enfants.
Elle va divorcer de Monsieur Campbell en 1930 pour se remarier en 1934 avec un certain William Crawford, avec qui elle vivra jusqu'en 1967, année de sa mort. Même si elle perd un peu d'argent pendant la crise de 1929, elle va quand même vivre toute sa vie dans le luxe, où elle ne travaillera jamais, parce qu'elle n'a pas besoin. En revanche, elle va organiser des soirées dans sa grande maison de Kansas City avec Duke Ellington et Count Basie, entre autres. En gros, petite revanche sur la vie. Oui. Et, Et compte de fait qui finit bien. Et sur les gens qui lui ont filé des terres en se disant elles sont pourries. Voilà. La légende veut que l'État de l'Oklahoma, quand elle est encore adolescente, ait voté une loi pour faire de Sarah Rector légalement une femme blanche, afin qu'elle puisse prendre le train en première classe, comme son argent le lui permettait. C'est interdit aux Noirs. Il me semble que même si ça a peut-être été discuté, la loi n'a jamais été votée. On n'en retrouve pas de traces vraiment, mais c'est comme ça à l'origine que j'avais entendu parler de cette histoire. Mais c'est pas un peu comme tu vois en France la loi sur la burqa qui est pas ultra appliquée quand t'es chez Louis Vuitton avec des Saoudiennes qui dévalisent le magasin. Je pense qu'effectivement, même dans l'Oklahoma en 1915, si tu payes en argent sonnant et trébuchant une place en première classe, on te laisse monter en première classe, quelle que soit ta couleur de peau. En l'occurrence, Sarah Rector ne se déplaçait pas en train, puisqu'elle se déplaçait en Rolls-Royce. Ce qui est mieux. Voilà. Ce qui est mieux quand t'as les moyens. Ouais. Enfin, pas forcément pour l'environnement, mais à l'époque, Ouais, ça reste une millionnaire du pétrole, hein. Aussi. Si on veut parler d'environnement. Même si bon, après, elle a diversifié ses acquis, apparemment. Elle a acheté des immeubles à Kansas City. Elle a acheté plein de trucs. Elle a fait fructifier son argent. Plus ou moins. Mais c'est une vraie histoire qui finit bien. Et Elle a battu le racisme. Elle a battu le racisme. Alors, elle a fini avec un prince, plus ou moins. Son deuxième mari tenait une concession automobile. Sarah Rector était passionné de belles voitures. D'accord. Rolls-Royce, entre autres. Et ben on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Je vous propose de continuer à apprendre énormément de choses. Je vous propose de continuer à laisser des commentaires, à nous mettre plein d'étoiles sur tous les sites, à venir nous dire ce que vous pensez sur le Discord du label, à contribuer au Patreon si vous voulez qu'on puisse développer plein de nouvelles initiatives. Et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.